Donc après la très belle matinée, la table ronde de ce matin, très riche table ronde et discussion, qui nous ont permis déjà de poser un certain nombre de jalons de l'histoire à la fois de Saint-Domingue et de la Révolution haïtienne, et des débats historiographiques qu'elle suscite. La table ronde de cet après-midi est consacrée, vous l'avez vu dans le programme, à l'histoire intellectuelle d'Haïti. Alors, à l'histoire intellectuelle de l'indépendance d'Haïti, c'est le sujet de cette table ronde. Alors, c'est un sujet qui pourrait paraître un peu décalé au regard du thème principal du colloque, qui est l'indemnité de 1825 et la double dette. Toutefois, comme je l'ai évoqué ce matin, il nous semble nécessaire de ne pas séparer l'épisode de 1825 de ce qui précède, c'est-à-dire de l'histoire de la Révolution haïtienne et de son contexte politique, social, culturel. Or, il se trouve que l'histoire intellectuelle d'Haïti au XIXe siècle est d'une très grande richesse et qu'elle a longtemps été méconnue ou mésestimée en dehors d'Haïti, il va sans dire, mais qu'elle a récemment fait l'objet de nombreux travaux novateurs importants. Il y a des travaux évidemment plus anciens, je vais pas, Enoch Trouillot par exemple, mais je ne vais pas les citer tous, mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a nombreux travaux, et tout particulièrement ceux qui ont été menés et conduits par les trois intervenantes et intervenants de cette table ronde. Certains auteurs haïtiens ont été particulièrement mis en lumière, comme Baron de Vathey, qui a été cité ce matin dans la conversation, l'auteur du Système colonial dévoilé, qui était à la fois un des hommes de plume de Christophe, un théoricien de l'indépendance d'Haïti et un critique radical de l'esclavage et du colonialisme, ou bien plus tard dans le siècle, Anténor Firmin, l'auteur du traité sur l'égalité des races humaines. Mais au-delà de ces personnalités marquantes, ces travaux récents soulignent la richesse d'un milieu intellectuel, la vitalité des écrits, des polémiques, des débats. Ils insistent sur le rôle de la presse et de l'imprimé dès les premières années de l'indépendance, sur l'existence par la suite d'espaces de sociabilité littéraire, sur l'importance aussi de la production historique, notamment à partir des années 1840. Et ils permettent d'inscrire cette histoire intellectuelle d'Haïti dans un double cadre, celui de la construction d'un État et d'une culture nationale, d'une part, celui de la circulation, d'autre part, la circulation transnationale des débats sur la colonisation, sur l'esclavage, sur l'égalité raciale, circulation du nord au sud de l'Amérique et de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, pour discuter de ces sujets, on ne pouvait pas rêver d'une meilleure table ronde. Donc, je présente rapidement les trois intervenantes et intervenants avant de leur donner la parole. Donc, on aura d'abord Marlène Daut, professeure à Yale, qui est une des spécialistes actuelles, des grandes spécialistes de l'histoire d'Haïti. Sa productivité est impressionnante. Elle a consacré justement en 2017 un livre à Vathey et à l'humanisme atlantique noir. Plus récemment, en 2023, un autre livre important dont elle va sans doute nous parler dans un instant, qui est Awakening the Ashes, An Intellectual History of the Haitian Revolution, Réveiller les cendres. Et enfin, je signale qu'elle vient de publier une monumentale biographie de Christophe, intitulée The First and Last King of Haiti. Délit Joseph, pour sa part, enseigne à l'Université de Guyane. Il a publié en 2017 un livre tiré de sa thèse, L'État haïtien et ses intellectuels, socio-histoire d'un engagement politique, 1801-1860, qui est une très remarquable analyse prosopographique et socio-historique du champ intellectuel haïtien au XIXe siècle, notamment une analyse prosopographique extrêmement riche pour comprendre l'ensemble de ce milieu haïtien. Enfin, on doit à Chelsea Stieber, professeur à Tulane University, un livre majeur, Haiti's Paper War, Post-Independence Writing, Civil War and the Making of the Republic, consacré aux guerres littéraires et intellectuelles sur la longue durée de l'histoire haïtienne au XIXe et première moitié du XXe siècle. Elle a aussi édité une traduction en anglais du livre de Louis-Joseph Janvier, Haïti aux Haïtiens,
dont l'édition originale date de 1884. Alors, voilà l'organisation de la table ronde. Comme convenu, vous avez chacun 15 minutes pour présenter votre travail, et puis ensuite, à partir de là, on aura une conversation, j'essaierai de vous faire dialoguer entre vous, et puis ensuite, évidemment, une discussion avec la salle. Voilà, je vous remercie. Bon, vous faites dans l'ordre que vous voulez. Je vous ai présenté par ordre alphabétique, mais si vous voulez parler dans l'ordre où vous étiez peut-être différent, allez-y. Bonjour et bonsoir. Okay. Merci beaucoup. Je suis tellement contente d'être ici parmi vous. Merci aux organisateurs. Bon, ce que je vais faire cet après-midi, je veux parler un peu à propos du roi Christophe. Une fois que j'ai vu qu'on va écouter tout à l'heure la tragédie du roi Christophe, j'ai décidé de parler à propos du roi Christophe en tant qu'intellectuel haïtien. Bon, je vais commencer. Alors, malgré le rôle joué par la révolution haïtienne dans l'histoire des droits humains comme premier État du monde à interdire définitivement l'esclavage, c'est aux abolitionnistes d'ailleurs, surtout français, britanniques, états-unisiens, qu'a été attribué en grande partie le mérite d'avoir finalement détruit la traite transatlantique des esclaves et éliminé l'esclavage atlantique. L'historien trinidadien Eric Williams s'est plaint de ce fait dans son livre avant-gardiste Capitalism and Slavery, en écrivant à propos des abolitionnistes que, et je cite, « leur importance a été gravement mal comprise et grossièrement exagérée par des hommes qui ont sacrifié l'érudition à la sentimentalité et, comme les scolastiques d'autrefois, placé la foi avant la raison et les faits. » De nombreux historiens, passés et actuels, ont eux aussi choisi d'oublier que la lutte d'Haïti pour mettre fin à l'esclavage dans les Amériques n'a pas cessé à la déclaration de la victoire par les révolutionnaires haïtiennes, eux-mêmes aussi abolitionnistes, même si on ne le dit pas comme ça, sur la France en 1804. Victor Schellcher, humanitariste et historien anti-esclavagiste du XIXe siècle, il a minimisé le rôle de la révolution haïtienne, en fait, lorsqu'il a suggéré que le peuple haïtien n'avait pas utilisé sa liberté pour contribuer à mettre fin à l'esclavage ailleurs dans les Amériques. Voilà ce qu'il a écrit. « N'est-ce pas une honte que vous n'avez pris aucune part aux efforts de l'Europe pour l'émancipation, que vous n'ayez même envoyé aucun témoignage d'adhésion ni de sympathie aux amis de l'affranchissement, qu'il n'y ait même pas une société d'abolition. Est-ce égoïsme? Est-ce indifférence? » Or, les Haïtiens ne sont pas limités à envoyer des déclarations de solidarité, ce qu'ils ont fait sans doute. Ils ont entravé directement les rouages internes de l'esclavage, discursivement en faisant circuler des brochures anti-esclavagistes, entre autres les écrits de Justin Latte et du baron de Watté, et matériellement en désorganisant une partie essentielle de la traite internationale des esclaves, celle du passage du milieu, ou ce qu'on appelle la traversée. Après l'assassinat de Dessalines, survenu en octobre 1806, Dessalines fondateur bien sûr d'indépendance haïtienne, Haïti a été divisé de façon marquante en deux, avec Pétion au sud et Christophe au nord. Bien que les deux États d'Haïti aient adopté des lois affirmant qu'ils n'interféreraient pas dans les affaires des régimes d'autres pays souverains, on sait que Pétion a procuré une amnistie des armes et des munitions aux combattants de la liberté vénézuélien Simón Bolívar, qui allait vaincre la domination espagnole et créer l'État indépendant de la Grande Colombie. Et que les deux gouvernements haïtiens, surtout sous la direction de Christophe, qui était couronné roi du Nord en 1811, ont contribué au succès des luttes anti-esclavagistes en s'emparant de navires négriers et en libérant leurs captifs.
La plus célèbre de ces opérations de libération avait eu lieu en octobre 1816. La Gazette royale d'Haïti, c'est le journal sur Christophe, avait rapporté qu'un navire de guerre haïtien avait capturé une frégate portugaise près du port de la ville de Cap-Henri. Le navire parti du Cap Vert, au large de la côte ouest de l'Afrique, se dirigeait vers la Havane lorsque des fonctionnaires du Royaume d'Haïti en ont pris le contrôle et ont libéré 145 Africains. Dans les mots de la Gazette, victimes de la cupidité et de l'odieux trafic de chair humaine. L'article signalait que les captifs se trouvaient dans un état affreux, que nombre d'entre eux avaient déjà péri et que les survivants, et je cite, ressemblaient à des spectres prêts à mourir de misère et d'inanition. Une fois débarqués en terre d'Haïti, ils ont été accueillis par une foule qui leur avait assuré qu'ils étaient libres et parmi des frères et des compatriotes. Mais ce n'était pas la seule opération. 7 ans plus tôt, l'armée du Nord avait capturé un autre navire négrier portugais qui transportait 2 enfants parlant l'Haoussa, langue de la Nigérie, de bas de Niger aussi. Ces nouveaux Haïtiens, comme ils ont été appelés, étaient aussi stupéfaits d'entendre en Haïti parler leur langue maternelle et d'y rencontrer quelques anciens compatriotes qui y vivaient déjà. On nous dit qu'ils revoyaient en lui les parents auxquels ils ont été ravis, a écrit la Gazette. De telles opérations de libération étaient alors devenues courantes. Le 2 février 1811, les militaires du Nord étaient intervenus à nouveau en capturant un navire espagnol, le Santa Ana, et après ils ont libéré 205 Africains qui étaient enchaînés dans la cale. Pour se venger, les esclavagistes espagnols et portugais ont commencé à attaquer les navires marchands haïtiens et à se livrer à des raids sur les plages haïtiennes pour saisir des hommes, des femmes et des enfants pour les vendre en esclavage. En 1812, une golette espagnole a capturé le brick haïtien Poule d'Or, son capitaine Azor Michel, ainsi que 2 enfants qui se trouvaient à bord. Et ceux-ci ont été vendus à Cuba. Azor et les enfants n'ont pu rentrer chez eux qu'après que Christophe soit intervenu et ait exigé, dans ses mots, le retour de tous les sujets haïtiens qui sont ou peuvent encore être détenus à Cuba. L'instauration de la liberté et de l'indépendance sur l'île d'Haïti avait, on le sait, terrifié les planteurs et les chefs de file de l'esclavage de tout le monde atlantique, entre autres le président états-unisien Thomas Jefferson. Ce dernier avait par la suite puni les 2 États d'Haïti en décrétant des embargos commerciaux. Mais le fait que le roi Henri ait réussi à forcer le retour des citoyens haïtiens captifs montre que malgré la position précaire du royaume d'Haïti, le monarque du pays n'était pas simplement une figure de proue impuissante que les puissances coloniales pouvaient bousculer à leur guise. Alors pourquoi Henri-Christophe n'est-il pas reconnu comme abolitionniste? Bien que le roi d'Haïti, de son vivant, avait été en quelque sorte un héros pour les abolitionnistes britanniques tels que Thomas Clarkson et William Wilberforce, peu après sa mort en 1820, Christophe serait lui-même accusé d'avoir en fait réasservi le peuple haïtien. En 1828, James Franklin, voyageur britannique, dans son livre intitulé « The Present State of Haiti », avait accusé Christophe d'avoir forcé son peuple, et je cite, « à faire ce type de travail qui aurait dû être fait par des brutes ». Et en 1842, le Quaker britannique John Candler avait accusé Christophe d'avoir contraint des groupes de femmes et d'enfants à travailler en leur donnant des rations alimentaires insuffisantes, causant ainsi la mort d'un grand nombre d'entre eux. De telles accusations contre feu le roi d'Haïti ternissaient gravement l'image du pays. Mais pendant 2 siècles, ce type de mauvaise presse avait été en fait presque constant.
Les dirigeants haïtiens y étaient accusés par certains d'incompétence nationale et le peuple y était décrit, surtout par les Heinle, à la fois comme étant résistant au progrès et comme ayant profondément ancré dans sa psyché un niveau de violence surpassant tous les autres. Faire face à de telles accusations constituait un défi de taille, surtout parce que de telles litanies accablantes contre le gouvernement de Christophe étaient constamment répétées à travers les Amériques par certains des plus célèbres écrivains du monde. Dans le royaume de ce monde, le romancier cubain Alejo Carpentier, mêlant un réalisme merveilleux et des légendes inventées de toutes pièces, dépeint Christophe comme étant, dans ses mots, un monarque aux exploits incroyables qui ordonnait chaque jour que plusieurs taureaux aient la gorge tranchée pour que leur sang mélange au mortier rende sa forteresse imprenable. Arlette Farge, historienne et mémorialiste, nous rappelle néanmoins que les vies ne sont pas des romans et pour ceux qui ont choisi d'écrire l'histoire, les enjeux ne sont pas des fictions. En fait, l'histoire d'Henri Christophe, quand on recueillit ses amis et ses ennemis dans des récits et des pièces de théâtre, des poèmes et des romans, et des comptes rendus journalistiques, contient suffisamment de légendes et de fables, d'ambiguïté et de silence, de victoires et d'échecs, pour que personne ne puisse prétendre avoir été capable d'en élaborer une version définitive. Je sais, drôle d'assertion pour quelqu'un qui vient d'écrire sa biographie. Mais de toute façon, la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que la fiction. La célèbre citadelle La Ferrière, érigée en 1813 par Christophe pour protéger Haïti des invasions étrangères et qui est aujourd'hui classée comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO, est l'objet, sans qu'on le sache toujours, de différentes et de nombreuses interprétations de personnes qui cherchent à sonder la vie de son créateur. Selon les mots du poète saint-lucien Derek Walcott, l'énorme forteresse du roi Henri marque le départ de l'esclave de la servitude, mais en même temps, il suggère que l'esclave était sorti d'une situation de servitude ténébreuse en Égypte pour en arriver à une autre semblable en Haïti. Cependant, les dirigeants de la France, par leur agression continuelle contre sa colonie perdue, à mon avis, ressemblaient beaucoup plus à des pharaons que Christophe. Au début du XIXe siècle, Napoléon avait été renversé à 2 reprises, et lors de ces 2 occasions, Louis XVIII avait été restauré en tant que roi de France. Il avait, en se pliant aux volontés des anciens colons, essayé de, dans ses mots, restaurer la colonie française de Saint-Domingue, c'est-à-dire de réinstaurer l'esclavage. D'autre part, tout au long du XIXe siècle, Haïti avait également été l'objet de constantes menaces de la part des États-Unis contre son existence et sa souveraineté. Et presque tous les textes écrits précédemment au sujet du règne de Christophe ont omis de reconnaître le fait que le roi haïtien avait essayé de créer un pays libre et prospère dans un monde hostile à l'existence même des Noirs comme lui. Au début du XIXe siècle, Haïti était le seul exemple aux Amériques d'une nation peuplée principalement d'anciens esclaves africains devenus libres et indépendants. D'autres nations, entre autres des partenaires commerciaux d'Haïti, qui étaient déterminés à empêcher l'instauration de l'abolition et la libération de leurs colonies, ont refusé de reconnaître la souveraineté haïtienne. Lorsqu'en 1825, la France l'a finalement reconnue, elle a su tirer d'Haïti le prix exorbitant de 150 millions de francs pour un échange de l'acte. Christophe, il était tout à fait contre cette idée d'indemnisation. Pour maintenir l'esclavage sur ces territoires, l'Angleterre n'a reconnu officiellement l'indépendance d'Haïti qu'en 1838, 5 ans après avoir aboli l'esclavage, avoir décrété en fait l'abolition de l'esclavage.
Les États-Unis ont refusé de reconnaître celle-ci jusqu'après le début de la guerre civile états-unisienne, survenue lorsque la plupart des États du Sud ont fait sécession de l'Union. Même au cours du soi-disant âge des révolutions, la liberté des Noirs dans les Amériques était non seulement redoutée, mais vilipendée. Comprendre le genre d'État que Christophe a essayé de créer, c'est comprendre que le monde dans lequel il vivait était un monde où la liberté des Noirs était partout menacée. La non-reconnaissance diplomatique, la réinstauration de l'esclavage dans les colonies françaises et les menaces d'occupation étrangère ont empiré les conditions de gestion d'Haïti. Nier ce fait, c'est nier la force et les puissants moyens de l'esclavage et du colonialisme. Le spectre de la liberté et de l'autonomie des Noirs dans les Amériques était si effrayant aux gouvernements européens et américains que leur réalisation avait causé maintes représailles contre Haïti. D'autre part, le caractère insidieux des économies esclavagistes du monde atlantique était si grand que même si le roi d'Haïti n'a jamais réétabli l'esclavage, il en avait quand même tiré profit. En établissant des liens de commerce avec les puissances colonialistes, la rupture avec l'ordre capitaliste déclenchée par la première rébellion des esclaves à Saint-Domingue s'était dissipée dans l'air. Même si le règne du roi avait été assailli de contradictions semblables à celles auxquelles tout État moderne est confronté, paradoxalement, la fin de l'ère christophéenne allait conduire Haïti à une situation où il serait beaucoup moins libre sous Boyer. Personne ne sait comment les choses auraient pu tourner si Christophe avait vécu plus longtemps, mais nous savons comment les choses se sont passées sans lui. Christophe était catégoriquement contre le paiement de réparation, soi-disant réparation, aux Français. C'est une contribution intellectuelle qu'il nous a laissée. Sa mort, de toute façon, a permis à la France d'extorquer à Haïti des sommes astronomiques compris à payer pour la liberté du peuple haïtien qui avait déjà versé tant de sang pour l'obtenir. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je me donne pour mission dans cette communication, si vous voulez, de définir l'homme du savoir haïtien au XIXe siècle, plus précisément la première moitié du XIXe siècle haïtien. Alors, je me propose d'explorer les caractéristiques sociales et politiques qui distinguent l'homme du savoir haïtien de la première moitié du XIXe siècle du reste de l'élite. Les intellectuels haïtiens de cette période sont des civils, mais dont les fonctions sont spécifiquement liées au pouvoir politico-militaire. Dans un contexte qui est dominé par des chefs et des généraux, leur rôle principal est de dire le droit, une fonction essentielle, bien que paradoxale face à la violence politique ambiante. Il s'agit pour eux de légitimer un pouvoir souvent acquis ou maintenu par la force en rédigeant lois et constitutions. Les juristes et les constituants sont d'autant plus indispensables que les gouvernements successifs peinent à faire respecter l'organisation des pouvoirs prévue par ces mêmes textes. Je vais structurer mon propos en 3 points principaux. Exposant brièvement les résultats de mes recherches empiriques sur le champ intellectuel haïtien de la première moitié du XIXe siècle. Tout d'abord, je présenterai mon corpus et mon approche méthodologique. Ensuite, je décrirai les grandes lignes qui structurent cette période et ce champ intellectuel. Enfin, j'aborderai une figure singulière et importante pour comprendre la complexité de ce monde spécifique. Il s'agira de Félix Darfour, journaliste et intellectuel critique, l'un des plus controversés de cette période. Mon étude porte sur le parcours de 140 individus exerçant la fonction d'intellectuel
que je définis comme une intervention individuelle ou collective dans le débat public. Ces 140 intellectuels mobilisent leur titre ou leur prestige acquis dans le domaine de la pensée pour agir dans le champ politique. L'intellectuel haïtien de la première moitié du XIXe siècle se caractérise avant tout par son engagement. Mon approche du champ intellectuel haïtien s'inscrit dans le renouvellement de l'histoire culturelle et sociale des 30 dernières années. Ce champ historiographique bénéficie en quelque sorte d'un dialogue fécond entre historiens, sociologues et littéraires qui, dans une optique interdisciplinaire, repense la construction des cultures et des entités nationales au XIXe siècle, toujours dans une dimension transnationale. Cette perspective met en lumière le rôle des échanges et des transferts culturels, attirant l'attention sur l'importance de la circulation des idées, des objets et des personnes pour éclairer les processus d'affirmation des nations. Pour mener à bien cette recherche transversale, il est impératif de mobiliser diverses sources portant sur l'histoire sociale et culturelle d'Haïti au XIXe siècle. La première nécessité est de confronter cette histoire, celle des intellectuels, à leur image sociale. Un obstacle majeur se présente immédiatement. L'absence de synthèse sur les lettrés haïtiens durant la première moitié du XIXe siècle. Les recherches historiques sur Haïti se concentrent souvent sur l'esclavage, les plantations, la conjoncture révolutionnaire, la vie politique contemporaine depuis l'occupation américaine de 1915 jusqu'aux années 1986. La période fondatrice, la première moitié du XIXe siècle, n'est que partiellement abordée. Malgré l'importance des enjeux sociaux et politiques liés à la construction de l'État haïtien. L'historiographie politique attribue souvent l'échec de l'émergence de l'État moderne en Haïti aux élites lettrées et politiques. À l'exception de quelques monographies sur certains écrivains, poètes ou des études sur l'histoire politique et économique, notamment en lien avec l'indemnité française, les recherches sont rares, dispersées et parfois limitées au XXe siècle. Pour dresser un portrait collectif des intellectuels haïtiens du XIXe siècle, il est donc nécessaire de pallier cette lacune bibliographique en analysant les données manuscrites et imprimées retrouvées dans les archives et les bibliothèques spécialisées de l'espace atlantique. La genèse de l'histoire des intellectuels haïtiens est intrinsèquement liée au contexte politique, le contexte politique révolutionnaire. Les premières tentatives de sa fondation correspondent, il me semble, à partir des années 1790, on a abordé ce matin, mais depuis quelque temps, je suis aussi fasciné pour remonter vers les années 1784 avec, si vous voulez, le Cercle des Philadelphes, qui est une société savante, Académie coloniale et sciences, créée le 15 août 1784. On dirait que le mois d'août a un rendez-vous avec l'histoire de Saint-Domingue et d'Haïti. Donc cette société savante, le Cercle des Philadelphes, créée en 1784, par une dizaine d'hommes au Cap Français, donc Cap Français qui est capitale économique, culturelle et aussi intellectuelle de la colonie française de Saint-Domingue. Donc je peux repenser la construction de l'État haïtien à partir du régime louverturien, de Toussaint Louverture, et donc que nous allons retrouver l'ensemble des penseurs de cet État à partir de ce régime louverturien. En 1801, Toussaint Louverture a réuni plusieurs hommes qu'ils appellent les hommes instruits de la colonie, de la colonie française de Saint-Domingue. Il avance, et ses constituants, hommes instruits, en 1801, avance des motifs pressants
dans leur adresse au gouverneur général Toussaint Louverture. Ils expliquent la tenue des assemblées constituantes, ces réunions en comité restreint, dans le but d'évacuer les discussions passionnées et tumultueuses et surtout d'offrir un cadre idéal pour le travail de ces hommes instruits. Donc, ces hommes instruits que préambule de cette Constitution appelle, donc, qui sont imprégnés de lumière. Je parle ici de concept lumière, donc sous l'autorité des grands spécialistes de la question. Alors, ces constituants proposent une charte particulière pour la colonie française de Saint-Domingue. Cette charte est conforme aux proclamations proférées par les hommes du savoir en faveur de la construction d'un espace culturel spécifique de socialisation, comme en témoignent d'ailleurs les déclarations reprises par Toussaint Louverture devant les boursiers de son gouvernement au Cap français en 1799. Cette première constitution n'est pas écrite par les représentants des différentes couches de la société de Saint-Domingue. Cette constitution établit le principe général de la déontologie politique haïtienne au niveau du droit, c'est-à-dire l'institution de pratiques ne prenant en compte que les opinions d'une minorité sociale de la population. Ces pratiques, instituées dès 1801, sont devenues des habitudes vers les années 1850, instaurant ainsi une conscience de communauté plutôt que la recherche du bien collectif de la société haïtienne. L'État qui est construit par la Constitution de 1801 est alors symboliquement incarné par son gouverneur général, mais également à travers une politique monumentale qui trouve dans l'homme du savoir, plutôt que dans les cultivateurs, son ouvrier de prédilection. La présence des hommes instruits dans le Conseil des constituants et leur position dans l'espace public structurent donc désormais ce champ et dessinent ses contours sociaux et politiques. La référence aux hommes instruits concerne ici ceux qui ont accès au savoir, c'est-à-dire ceux qui proviennent de la catégorie des anciens propriétaires, qui a été bien présentée ce matin, où les nouveaux libres, à partir de 1794, sont très peu représentés. Les principaux héritiers de cette tradition constitutionnelle sont à la fois producteurs culturels, poètes, historiens, journalistes, et ils occupent à ce titre le champ intellectuel haïtien. Cette entreprise collective bénéficie donc de la concurrence des puissances esclavagistes dans la région des Caraïbes et est nourrie par une forte émulation de dimension internationale. Elle contribue ainsi à construire l'histoire des intellectuels haïtiens en dialogue instructif avec les penseurs de l'État qui s'affirment alors dans les espaces atlantiques et caribéens. Dans son étude de 1858, Haïti, ses progrès, son avenir, Alexandre Bonneau, écrivain français, rend un vibrant hommage à ceux qui ont contribué à forger une image positive de l'État haïtien en le dotant de constitutions, de lois, de lettres et de récits historiques, je reviendrai sur cette question de récits historiques, dignes des pays civilisés de l'époque, donc en citant l'Europe. Mentionnant d'abord que l'étude sociologique du milieu intellectuel haïtien révèle des caractéristiques qui déterminent l'autonomie de ce groupe social, au sein, bien sûr, de la société haïtienne durant la première moitié du XIXe siècle. Cette autonomie est importante puisqu'elle est largement consciente et constitue un enjeu essentiel pour leur communauté. Mon travail a consisté en partie à reconstituer ce groupe en analysant la composition ethnique, sociale, professionnelle et géographique de ces hommes instruits afin de dégager les caractéristiques de ce milieu social très restreint. Cela tend à montrer à quel point ce groupe social se distingue nettement de la société haïtienne dans son ensemble et se rapproche d'autres catégories sociales comme les élites politiques et économiques. L'histoire intellectuelle d'Haïti s'inscrit donc dans une dynamique neuve
caractérisée par un intérêt renouvelé pour le XIXe siècle. Il s'agit en effet de relever un défi, offrir une vision globale, on pourrait dire une cartographie intellectuelle de la production, mais aussi de l'action de quelques générations de penseurs haïtiens. Donc ces penseurs, cette pensée qu'il faudra mettre en lien avec les acteurs de la révolution haïtienne. Ils sont, les deux, les fondateurs de la pensée nationale haïtienne. Je tiens à souligner que cette fonction de médiation jouée par ces acteurs culturels, intellectuels, cette fonction est justifiée, ou justifie, si vous voulez, l'existence de la production littéraire, une production qui est abondante dès la période révolutionnaire. Cette médiation prend de nombreuses formes, mais l'une des plus importantes concerne l'histoire révolutionnaire, qui est très tôt racontée, décortiquée par ces générations de penseurs avec beaucoup de passion. Tout au long de ce XIXe siècle, l'État haïtien, ses intellectuels vont raconter l'histoire et l'histoire devient en quelque sorte vivante et passionnante. Comprendre ce qu'est l'État haïtien et rendre compte de la manière dont le pays est vu de l'extérieur renvoie obligatoirement aux défis posés par la révolution haïtienne. Cet intérêt pour l'histoire est fondamental. Il ne s'agit pas de quelques individus, mais de tout un milieu social, intellectuel, nouveau, dès 1836, qui élabore déjà ces grands principes. Et dans ce collectif émergent aussi des figures particulièrement critiques de l'État postcolonial haïtien, dont Félix Darfour. Félix Darfour est originaire du Soudan. C'est un enfant noir adopté et éduqué en France par un général français, membre de l'expédition d'Égypte. Il est décrit comme intelligent, tendre et émotif. Il a étudié le droit et les mathématiques en France. Intéressé par l'actualité politique de l'évolution du jeune État haïtien, où tous les Noirs sont reconnus comme citoyens, il se lie d'amitié avec des Français ayant des connaissances sur Haïti. Sa rencontre avec Jacques-René Laurent Hardouin, oncle des intellectuels Hardouin, très connu au XIXe siècle haïtien, le motive à venir en Haïti en 1818, après plus de 40 ans passés en France. Félix Darfour et son épouse française s'installent donc en Haïti comme immigrants permanents, le gouvernement payant leur passage. Ils intègrent les cercles intellectuels en résidant chez les Hardouin, en particulier Alexis Antoine Hardouin, qui est à l'époque conseiller du gouvernement. C'est là que Darfour découvre la classe supérieure haïtienne, son idéologie et ses pratiques, ainsi que la prégnance de la question de couleur, avec la domination des mulâtres dans les hautes fonctions et le rejet des Noirs vers des postes subalternes. Bénéficiant de la nationalité haïtienne par sa couleur, il est inscrit au barreau de Port-au-Prince et il est nommé arpenteur et défenseur public des fonctions, des privilèges réservés aux élites lettrées, généralement durant tout le XIXe siècle. Félix Darfour bénéficie secrètement de l'appui de certains membres du Sénat et de la Chambre des représentants qui partagent ses idées de changement politique pour le respect de l'indépendance des pouvoirs. Une fraction des commerçants haïtiens, excédée de l'hégémonie des commerçants étrangers, soutient également la réorganisation sociale, bien que sans attaquer la prépondérance des mulâtres. Darfour critique le système éducatif, affirmant qu'aucun État ne peut progresser sans une politique active de promotion de ses entrepreneurs nationaux pour créer un capital national. Sa critique vise directement le gouvernement de Jean-Pierre Boyer, qui ne favorise pas suffisamment les nationaux au détriment des commerçants étrangers. Il explique que cette stratégie de chercher la tutelle diplomatique des puissances esclavagistes compromet dangereusement le progrès économique d'Haïti.
l'État haïtien est accusé d'un excès de libéralisme au profit des étrangers, des commerçants étrangers, lesquels repartent avec leur fortune suivant la théorie bien à la mode de l'époque du mercantilisme colonial. Les dirigeants haïtiens sont donc accusés de livrer le pays aux étrangers. Le plaidoyer de Félix Darfour parvient au Sénat grâce à son réseau de sympathisants qui partagent en partie ses idées, surtout celles relatives au changement politique. Depuis son arrivée en Haïti en 1818, Félix Darfour a maintenu des contacts avec des sénateurs. Il considère le Sénat d'ailleurs comme l'institution capable d'apporter ces réformes. Il y a la présence du contre-amiral et sénateur Pierre Kazemi Panayotti, d'origine grecque et naturalisé haïtien, qui tenait une vaste demeure servant de lieu de sociabilité culturelle et politique, parfois même d'extension du Sénat haïtien. Panayotti hébergeait plusieurs personnalités et militants politiques aux idées subversives, comme Philippe Liétou, secrétaire rédacteur du Sénat, Jean-Baptiste Béranger, ami personnel de Darfour, des figures comme les représentants également Saint-Martin et des négociants de Port-au-Prince comme Noël Piron, Jean-Louis Duguay, Stéphane Preston fréquentaient ce cercle. Le 28 août 1822, des pétitions de l'opposition libérale sont rejetées à la Chambre des communes pour vice de forme. Le 30 août, des députés exigent que l'exécutif rende compte des recettes et des dépenses de la République, créant ainsi un climat de tension, ce climat qui est propice aux propositions émanant de l'extérieur de la Chambre. C'est ainsi que Félix Darfour adresse sa pétition au président de la Chambre, Jacques-Sylvain Hippolyte. C'est un plaidoyer pour des changements sociaux et politiques. La pétition de Darfour suscite un débat houleux à la Chambre. Certains membres soutiennent qu'elle doit être lue publiquement, tandis que d'autres s'y opposent, arguant que la Chambre n'est pas habilitée à recevoir des pétitions de particuliers. Le vote penche en faveur de l'admission et de la lecture publique. Abandonné par ses amis, en raison des questions liées à l'idéologie de couleur qu'il soulève, Félix Darfour est arrêté, puis déféré devant une commission militaire qui le condamne à la peine de mort. Il est exécuté le 2 septembre 1822 sur la place publique de Port-au-Prince. Ses anciens amis du cercle de Panayotti connaissent un sort moins funeste. Jean-Baptiste Béranger, Saint-Laurent, Saint-Martin sont arrêtés et emprisonnés. D'autres personnalités comme Jacques-Alexis Laborde, Noël Piron, Pierre André, députés très connus, nationalistes notoires, et Jean-Louis Duguay sont également arrêtés et déchus de leurs fonctions. Pour finir, l'assassinat de ce journaliste noir révèle des caractéristiques profondes de l'État haïtien. Durant la période révolutionnaire jusqu'en 1843, les chefs des communautés marronnes, les bandes marrons, comme on les appelle dans l'historiographie traditionnelle, qui sont généralement noirs, et très souvent des bossales, étaient systématiquement attaqués et exécutés car ils sont considérés comme ennemis de l'État, revendiquant un autre modèle de société. Félix Darfour a payé de sa vie le fait d'avoir attaqué les fondements de l'État haïtien. Il fut présenté à l'opinion publique comme un agent étranger, français et africain. C'est un terme que nous aurons peut-être l'occasion de revenir. Donc, et à ce titre, on cherche à faire une relation entre la figure de Félix Darfour et la politique menée par les bandes de marrons qui vivent dans les morts. Donc, ils sont considérés comme promoteurs d'une vision très primitive et éloignée de la civilisation dominante de l'époque. En contestant la structuration sociale et raciale et la distribution du pouvoir entre les classes, le destin du journaliste noir était bien scellé. Toute opposition à l'ordre social établi entraînait donc l'assassinat de l'opposant. Le droit de fusiller au nom du maintien de l'état de droit
était la loi, respectée et appliquée à la lettre durant cette période. Toutefois, hormis la question de couleur, l'assassinat de Félix Dafour n'éteint pas le feu des revendications portées par les commerçants et quelques intellectuels critiques. Les controverses continuent d'être alimentées par de nouvelles figures intellectuelles telles que Benjamin Fruneau, moins connu, Dutton Ginac, moins connu également, Héra Dumel, plus connu, Edmond Paul, très connu pour la fin du 19e siècle haïtien, Desmézoires Delorme, Louis-Joseph Janvier, un ténor féminin, et le moins connu, début 20e siècle, Rosalvo Bobo. Je vous remercie de votre attention. J'ai une citation à lire. Non, ça va, je vais m'asseoir. Oui. J'ai quelques images à montrer, donc je vais m'asseoir là. Je pense que ça va aller. Sinon, vous me dites et moi je peux... Oui, c'est parfait. Okay. Voilà. Okay. Donc, je m'assois. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque, Antoine Lilti, Arnaud Orin, Dominique Roger, Cécile Vidal, ainsi que les responsables du Collège de France, surtout Roberto Paiva, merci beaucoup, les partenaires et sponsors pour leur accueil cette semaine. Un grand merci également à Marlena et Delide, mes deux collègues là, ainsi qu'aux membres du public, surtout Bastien Crépin qui est là, qui a lu et commenté une version de cette communication. Merci Bastien. Alors, c'est un honneur de participer à cet échange en votre compagnie et je me réjouis de pouvoir poursuivre cette conversation déjà enrichissante. Mon intervention porte aujourd'hui sur l'histoire intellectuelle et politique d'Haïti au XIXe siècle. Et c'est dans l'espoir d'offrir un cadre ou un arrière-plan utile aux discussions à venir et aux discussions qui ont déjà eu lieu. En effet, si la révolution haïtienne est désormais considérée comme incontournable dans l'étude de l'ère des révolutions, et ce depuis quelque temps, l'après-conflit et le XIXe siècle haïtien représentent actuellement un champ de recherche en plein essor, comme le soulignent très justement les organisateurs de ce colloque. À ce titre, je tiens à mentionner certains ouvrages, les travaux de Jean-Alix René, par exemple, de Delide Joseph, Marlène Daut, là on a toi, de Jean Casimir, que vous connaissez j'espère, c'est une lecture décoloniale de l'histoire des Haïtiens, et aussi, si vous me le permettez, mon propre ouvrage. Voilà. OK. Donc, dans cette courte intervention, je me propose donc d'exposer dans un premier temps l'approche que j'ai adoptée pour étudier le XIXe siècle haïtien, en m'appuyant sur les analyses développées dans mon livre. Ensuite, je présenterai un exemple issu du début du siècle sous la présidence de Jean-Pierre Boyer. Cet exemple illustrera cette approche et, je l'espère, fera écho à la discussion sur l'indemnité. Enfin, je conclurai par quelques remarques plus générales sur la tragédie du roi Christophe et la richesse intellectuelle du XIXe siècle haïtien, en espérant ouvrir la voie à notre discussion collective. Commençons donc par une brève présentation de Haiti's Paper War, mon livre, dans lequel je m'efforce de saisir ce que j'appelle, en empruntant les mots de la critique haïtienne Nadève Ménard, la pluralité haïtienne au XIXe siècle. Pour ce faire, j'ai centré mon attention sur Haïti, sur l'histoire haïtienne et son historiographie, pour tout ce qu'elles peuvent nous révéler de la complexité interne du pays, les réalités régionales et locales, les tensions internes et autochtones, la guerre civile et ses répercussions. Le livre cherche ainsi à comprendre l'histoire intellectuelle et politique d'Haïti au XIXe siècle à travers une exploration approfondie des tensions fondamentales, politiques, intellectuelles, régionales, qui la structurent. J'y explore les possibilités conceptuelles de cette pluralité post-révolutionnaire par une lecture attentive de sources imprimées de l'époque. Vous les reconnaissez peut-être. Voici les images. Brochures, journaux, revues littéraires, ouvrages géographiques et historiques, poèmes, romans, etc. L'objectif est de mettre en lumière les dynamiques internes, les tensions et les pluralismes qui ont façonné la période post-révolutionnaire. Ce faisant, le livre révèle les processus de contestation, de définition et de redéfinition, et d'inscription et de réinscription du sens qu'on a donné à Haïti tout au long du XIXe siècle.
Donc, j'ai préparé un petit rappel historique que je ferai. En fait, c'est un bref résumé de la période post-révolutionnaire, parce que dès l'aube de son indépendance, comme vous avez déjà entendu, Haïti a été divisée. Donc, si sous le commandement de Dessalines, l'armée indigène était unie dans la lutte contre Bonaparte, des clivages ont commencé à apparaître ou à réapparaître dès la proclamation de l'indépendance en 1804. La première fracture concernait la forme de gouvernement à donner au nouvel État haïtien, État-nation. Et ça, c'est un point important. Haïti n'est pas né sous la forme d'une république, quoi que vous ayez pu lire à ce sujet. Le pays a d'abord été institué en État souverain, puis transformé en empire sous Dessalines. Une faction de généraux révolutionnaires s'est alors opposée à ce dernier et a conspiré pour instaurer une république. Le 17 octobre 1806, ils lui ont tendu une embuscade et l'ont assassiné. Je simplifie les choses, bien sûr, mais je vous invite à consulter la biographie à paraître très bientôt de Julia Gaffield, déjà évoquée, sur Dessalines. S'ensuit une division fondamentale au niveau politique et géographique en Haïti. Voici une carte. Les anciens généraux et partisans de Dessalines refusent en effet de se conformer au nouveau projet républicain. Rejetant les termes de l'accord que le nommé président, Henri Christophe, général et ancien compagnon de lutte de Dessalines, tente brièvement de reprendre Port-au-Prince par les armes, avant de se retirer vers le nord en 1807 et de fonder un État septentrional qui deviendra une monarchie en 1811. Et à propos de cette affaire et le royaume de Christophe, je vous invite bien sûr à consulter le livre de Marlena. Dans le sud, Pétion assume alors le rôle que Christophe a refusé, celui de président de la République, fonction qu'il occupera jusqu'à sa mort en 1818, date à laquelle il sera remplacé par Jean-Pierre Boyer. Les premières années de la période postcoloniale en Haïti sont donc marquées par la guerre civile et des incursions de part et de l'autre de la frontière nord-sud entre l'État devenu monarchie et république, mais aussi par l'apparition des foyers séparatistes tels que l'État paysan, l'État paysan de Gaumont dans l'extrême sud-ouest ou encore la République séparatiste de Rigaud au Cayes. Avec tout ce qu'il comporte de tensions politiques, intellectuelles et régionales, ce contexte de guerre civile est, à mon avis, essentiel pour aborder le long 19e siècle haïtien et comprendre sa pluralité intrinsèque. C'est donc dans cette perspective élargie et plurielle que mon livre repense l'histoire du 19e siècle haïtien. Passons maintenant à un exemple concret de cette approche avec la République sous Jean-Pierre Boyer. C'est sous son régime qu'émerge ce que j'appelle dans mon livre le mythe de l'inévitable République. Ce mythe, de même que l'approche historiographique qui l'accompagne, présente l'Empire de Dessalines et le royaume de Christophe comme des déviations ou des aberrations sur le chemin inexorable vers la réalisation de la République unifiée et durable. Ce mythe, tout comme la présidence de Boyer de manière plus générale, se construit comme une réponse à la fragmentation politique qui l'a précédée. Guidé par l'idée et l'image de la concorde, Boyer s'attache à présenter au monde atlantique une vision d'unité, de civilisation et de progrès. Or, dans les années 1820, Haïti était loin d'être unifié et la République n'avait rien d'inévitable. L'opposition dans le Nord, par exemple, restait quasi permanente. La République elle-même est scindée par un conflit interne entre, d'un côté, des opposants nationalistes que Delit vient d'évoquer, et de l'autre, des libéraux qui étaient même plus libéraux que Boyer lui-même, qui réclamaient davantage de liberté économique. Enfin, on ne saurait oublier les tensions qui se manifestent entre les parties ouest et est de l'île, que vous voyez là, unifiés en une seule et même République d'Haïti de 1822 à 1844. Recourant à la loi pour faire taire l'opposition, Boyer impose des limites à la liberté de la presse et à la dissidence politique. Il fait emprisonner certains journalistes et, dans les cas extrêmes, fait exécuter ses opposants. En 1822, par exemple, avant Darfour, on informe Boyer d'un complot mené par plusieurs anciens généraux de Christophe et visant à prendre les armes contre lui pour, selon leurs mots, je cite, « l'empêcher de livrer le pays aux Blancs ». Et là, par le terme « blanc », on entend peut-être étranger ou français.
L'un des conspirateurs, Jacques-Pierre Lamotte, sera traduit devant une commission militaire et condamné à mort. Un autre conspirateur, le général Romain, sera assassiné dans des circonstances qui demeurent incertaines. Dans une proclamation à la nation, Boyer allait dénoncer ces hommes pour avoir semé la discorde par, et je cite, « le moyen devenu vieux et ridicule de faire colporter partout le bruit que le pays était vendu aux Français ». C'est pour avoir tenu ces mêmes critiques, entre autres, que le gouvernement, par exemple, favorisait les étrangers au détriment des Haïtiens et que le président voulait livrer le pays aux Blancs, que Félix Darfour, figure importante que David évoquait tout à l'heure, fut lui aussi exécuté. Et son livre est excellent sur l'affaire Darfour. Et en fait, j'allais mentionner... J'ai quelques minutes, donc je vais ajouter à la fin. Donc, même si Boyer dénonçait ces moyens vieux et ridicules visant, selon lui, à semer la discorde, ces accusations contre Boyer de vouloir livrer le pays aux Blancs étaient fort probablement une réaction aux négociations ouvertes en 1821 entre Boyer et le nouveau ministre français de la Marine et des Colonies, de Portal, et Esmagnard, le conseiller d'État avec qui il travaillait. Et ces discussions portaient à nouveau sur la possibilité d'une indemnité. La présidence de Boyer aura donné lieu à un républicanisme donc paradoxal. Son attachement à la diffusion des droits universels par le biais de l'émancipation et à la promotion du libéralisme économique contrastait fortement avec la répression de la presse, l'instauration d'un régime présidentiel à vie et son élitisme antidémocratique, lequel conduira à un système de citoyenneté profondément inégalitaire. Et ici, je pense en particulier, mais pas uniquement, au Code rural de 1826, qui a été évoqué tout à l'heure. Et juste pour définir, le Code rural exclut la majorité de la population des bénéfices et des droits de la citoyenneté active. En fait, le Code rural allait ainsi à l'encontre de l'unité républicaine chère à Boyer et créait, selon l'historien et intellectuel Louis-Joseph Janvier, deux nations dans la nation. Il accentuait le clivage entre zones urbaines et rurales et nourrissait le ressentiment paysan pour révéler les paradoxes, d'après moi, de la République haïtienne dite universelle sous Boyer. Et on pourrait peut-être revenir dans la discussion au Code rural parce qu'en fait, il y a des liens aux règlements et codes qui précédaient, bien sûr, ce code. En guise de conclusion, donc, j'aimerais vous laisser avec une question et une réflexion. Pour ce qui est de la question, je vais faire un bond en avant assez brusquement au XXe siècle, mais je me permets cette transition car c'est sur cette question et réflexion que s'achève l'épilogue de mon livre. Je me demande ce que la littérature française antillaise du XXe siècle, celle d'Aimé Césaire, d'Édouard Glissant, ou peut-être la littérature antillaise de Derek Walcott ou même de Carpentier, comme Marlène vient d'évoquer, qu'est-ce que cette littérature peut nous apprendre sur le XIXe siècle haïtien? Ou plus précisément, si cette littérature peut réellement nous enseigner quelque chose à ce sujet. Soyons clairs, il ne s'agit pas ici de décrier ou de déprécier l'œuvre de Césaire que j'adore ou de Glissant, Walcott, on pourrait en discuter. Mais j'aime ces œuvres, mais ce n'est pas la question là en fait. Ces œuvres représentent et réécrivent la révolution haïtienne et son projet radical anticolonial et anti-esclavagiste. Ce sont des textes qui sont des sources essentielles pour comprendre la pensée atlantique noire et son évolution au milieu du XXe siècle. Toutefois, je me demande s'ils ne nous en disent pas bien plus sur l'héritage colonial de la France et sur les Antilles du XXe siècle que sur l'histoire intellectuelle et politique d'Haïti au XIXe siècle. Donc ça, c'est la question. En ce qui concerne la réflexion, je travaille actuellement à un livre consacré aux gens de couleur pendant et après la période de l'émancipation générale dans les Antilles. Donc Saint-Domingue, Haïti, les Antilles françaises, la Guyane et la Louisiane. Je m'intéresse en particulier à l'expérience vécue du rétablissement de l'esclavage et de la reségrégation sociale, avec le retour de l'exception coloniale et la mise en place d'un statut dérogatoire, voire passif pour les gens de couleur, ces anciens citoyens français, à partir de 1802. Ce qui me frappe dans cette recherche, c'est le silence qui s'impose à nouveau aux Antilles, où toute une classe d'hommes et de femmes qui avaient connu une forme de liberté et d'égalité, pas toujours pleine, mais voilà, qui étaient des sujets pensants et parfois même écrivants,
et qui se retrouvent à nouveau marginalisés, voire invisibilisés dans l'archive. Or, ce n'est pas le cas en Haïti. C'est donc avec ce regard nouveau que je retourne à l'histoire intellectuelle haïtienne. Histoire bruyante et belliqueuse, où partis et partisans se sont affrontés dans une véritable guerre de plumes. Que cette guerre civile ait pu exister et pénétrer la sphère publique, qu'il existe une vie intellectuelle riche et diverse, encore palpable dans une telle profusion de documents, que l'on ait accès à des versions multiples et divergentes de cette histoire intellectuelle et politique du pays. Autant d'éléments qui témoignent d'une liberté vécue et maintenue, une liberté qui n'existait plus ailleurs, ou en fait, pendant un certain temps. C'est là un fait crucial, même extraordinaire, je ne dirais pas exceptionnel, mais peut-être. Ça justifie amplement l'intérêt croissant que lui portent aujourd'hui chercheurs et chercheuses, et bien plus encore. Merci. Merci beaucoup à tous les trois pour ces présentations. Je crois qu'on a très bien compris à quel point l'histoire intellectuelle d'Haïti au XIXe siècle est nécessairement une histoire qui est tout autant une histoire politique. Et donc on voit bien l'articulation, sans doute plus que dans d'autres contextes. Là, l'histoire intellectuelle, Délide l'a très bien dit, les écrivains sont nécessairement des gens engagés politiquement dans la construction de l'État, dans l'engagement c'est le cœur du livre de Chelsea, même si elle est passée rapidement là, en termes de guerre de plumes, en termes de controverses, en termes d'écrits polémiques, on y reviendra peut-être. Donc on a tous ces éléments, à tel point d'ailleurs que Marlène nous a presque paradoxalement fait le portrait de Christophe en intellectuel abolitionniste, elle qui a tant écrit sur les écrivains haïtiens, et s'est cette fois focalisée sur Christophe. Donc on voit bien qu'au fond, la distinction entre ce qui serait de l'ordre d'une histoire intellectuelle et de l'ordre d'une histoire politique touche à son indistinction. Et alors, j'aimerais maintenant vous faire peut-être, dans un premier temps, réagir tous les trois à une série de questions, d'observations. La première serait la suivante, et presque d'ordre méthodologique, puisqu'on a bien entendu là, et c'est net aussi en vous lisant, que au-delà de cet accord sur cette dimension politique de l'histoire intellectuelle, il y a des différences de méthode et d'approche, comme toujours en histoire intellectuelle, c'est bien normal. Et en particulier, il y a une approche qui va plutôt, et elles ne sont pas d'ailleurs contradictoires, une qui va plutôt se centrer d'une part sur une histoire des textes et des auteurs, disons plus proche d'une histoire intellectuelle ou d'une histoire des idées politiques, en se concentrant donc sur un certain nombre d'auteurs clés, de textes importants, et puis une approche qui va plutôt insister sur un champ intellectuel, la constitution d'un espace intellectuel, une approche, disons, plus collective ou plus prosopographique. Les deux, évidemment, sont liés, mais il me semble, enfin, c'est en tout cas l'hypothèse que je fais, auquel je vous laisse réagir, que au-delà de la question méthodologique, ça a des conséquences interprétatives, c'est-à-dire que si on insiste sur... D'un côté, il y a une tentation, et sans doute c'est un de ses intérêts heuristiques, d'insister plutôt sur la dimension, sur ces écrivains, ces intellectuels, ces auteurs haïtiens, comme des porte-paroles d'un projet politique qui serait celui de Haïti post-indépendance. Je crois que Chelsea, vous avez dit, parler du projet radical, abolitionniste et anticolonialiste, ce qu'on retrouverait aussi chez Marlène, alors soit chez Christophe ou plus généralement, par exemple, chez Baron de Vatté, comme porte-parole d'un humanisme atlantique noir, c'est-à-dire de toute cette pensée abolitionniste et anticolonialiste qui serait au fond, sur le plan intellectuel et sur le plan d'une histoire intellectuelle générale, la traduction idéologique projetée dans l'espace atlantique du projet indépendantiste haïtien. Et puis, si on a une dimension plutôt en termes de constitution socio-historique d'un champ intellectuel,
on a une vision qui est peut-être un peu différente parce qu'elle va plutôt insister là sur des dynamiques propres de constitution d'un espace qui est celui des hommes savants et donc qui est nécessairement à l'échelle de la société haïtienne un espace élitiste. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la question des continuités avec l'espace savant colonial de la période coloniale, ça a été vaguement évoqué avec le cercle des Philadelphes, et donc avec des dynamiques qui ne sont pas seulement celle d'être les porte-parole d'un projet politique, mais d'être d'abord un espace de conflit, un espace d'affirmation d'une autorité spécifique qui est celle des hommes savants et qui est celle des intellectuels, qui est celle des hommes de plume, et avec des dynamiques qui sont aussi des dynamiques d'exclusion. Et le cas de Darfour est quand même très intéressant, ou peut-être que celui qui est au fond le plus radical dans son affirmation idéologique est justement celui qui va subir le plus violemment les effets d'exclusion politique mais aussi sociale, parce que c'est aussi un nouveau venu dans cet espace intellectuel. Donc voilà, sur à la fois les différences, la façon dont des différences d'approche méthodologiques peuvent avoir des conséquences en termes d'interprétation de ces textes et de ces dynamiques, voilà, je serais curieux d'avoir vos réactions. Alors, pour mon profil universitaire, je voudrais dire que je suis parti, si vous voulez, de l'histoire sociale et culturelle, deuxième moitié du 19e siècle haïtien. J'ai travaillé sur un procès qui s'appelle procès de Jeanne Pelé, affaire Jeanne Pelé, qui est la disparition vers les années 1861 d'une fillette dans les banlieues de Port-au-Prince, zone de Bizoton. Et ça a donné lieu à un procès retentissant international. Et au résultat, il y a la publication d'un ouvrage qui est best-seller de l'époque, Haïti ou la République noire, donc fait par l'ambassadeur anglais qui a assisté à ce fameux procès. En étudiant en histoire sociale culturelle ce procès, l'affaire de la disparition de cette fillette, dont des adeptes du vaudou, de la religion afro-haïtienne, qui ont été accusés d'anthropophagie, j'ai pu reconstituer un discours produit par l'élite lettrée, culturelle, et également lors du procès, j'ai pu retrouver quelques archives, quelques transcriptions de ce procès. Il y a la plus petite des accusées, qui avait une quinzaine d'années, considérée comme également membre de ce secte vaudou, elle a eu à dire que le groupe va être exécuté parce que forcément le groupe porte en quelque sorte, continue avec certaines traditions africaines de la société haïtienne. Voilà la raison. L'ensemble de ces discours sur les pratiques afro-haïtiennes, les pratiques considérées comme africaines, pas uniquement religieuses, mais sociales, culturelles, associatives, communautaires, il faut dire que dès 1818, Alexandre Pétion, avant sa mort, a pris une décision d'interdire des rencontres de ce qu'il appelle des associations communautaires de base sur la religion, sur des formes de sociabilité africaine. Donc, ces interdictions renvoient en quelque sorte à une politique systématique de l'État haïtien, une politique qu'on peut dire qui date depuis l'époque coloniale. Et donc, certains ont même proposé qu'Haïti est le premier État post-colonial à étudier pour comprendre en quelque sorte tout l'enjeu qui s'est développé au XIXe siècle. Donc de l'histoire sociale et culturelle, je me suis dit comment comprendre la position de ces penseurs de l'État sans étudier leur profil et dresser un portrait collectif. Donc c'était en quelque sorte ma mission. Et l'histoire sociale en tant que telle, l'histoire culturelle en tant que telle, ne me donne pas suffisamment d'outils pour saisir la complexité de ce groupe. Donc voilà pourquoi, donc, en lisant Gérard Noiriel sur tout ce courant qui s'est développé il y a 2 à 3 décennies dans l'espace français, la socio-histoire, donc je pense que l'approche socio-historique donne suffisamment d'éléments pour mieux saisir et surtout faire la genèse de ces pensées et de ces groupes.
il y a, à partir de 1836, à Port-au-Prince, la naissance d'un groupe, d'un cercle constitué de très jeunes penseurs, intellectuels, romanciers, poètes et historiens qui s'appelle le cercle de 1836 des frères No, mais avec aussi les premiers historiens du 19e siècle haïtien que nous connaissons, Ardouin et Thomas Madjo. Et donc, il s'agit en quelque sorte de doter le nouvel État d'une littérature nationale, d'un récit historique digne de ce nom, de doter l'État haïtien d'une identité culturelle, politique. Mais les éléments constituant l'identité haïtienne, on les retrouve déjà dans les récits des captifs de Saint-Domingue, les créoles de Saint-Domingue, sur nature idyllique, sur un passé glorieux, puisque Saint-Domingue est considéré comme fleuron de la colonisation française. Donc, ce retour vers Saint-Domingue, les années de prospérité de Saint-Domingue, intéresse ces acteurs politiques, soit avant la Révolution, pendant la Révolution et après la Révolution. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a aussi l'apparition de trois catégories, puisqu'on va poser la question, qu'est-ce qu'être haïtien en 1804? Parmi ces intellectuels qui sont considérés comme haïtiens, non haïtiens, certains partaient depuis 1799 pour faire des études en France. C'est le cas des enfants de Toussaint Louverture, c'est le cas des enfants de notre fameux Henri Christophe également, et d'André Rigaud. Donc c'est le cas des enfants de cette élite, en quelque sorte, que ce matin, Dominique Condiaz a très bien présenté. Donc les anciens libres. Certains reviennent après, au moment de la Révolution, donc Boiron-Tonnerre, c'est un cas éclatant. D'autres reviennent à partir de 1808 au Alexandre Pétion. Ils sont considérés comme des révolutionnaires au même titre que Jean-Jacques Dessalines. Et donc, le discours pour un lettré, un penseur, celui qui a fait l'ouvrage d'études en Europe, en France en particulier, et qui revient à Saint-Domingue, Haïti, entre 1801 jusqu'à 1820, il est considéré comme un révolutionnaire qui utilise sa plume, en quelque sorte, pour continuer l'œuvre de cette guerre de décolonisation. Et c'est en ce sens que la constitution de ce groupe, de ce champ, a une importance majeure dans l'échiquier politique haïtien. C'est d'ailleurs Alexis Beaubouin-Ardouin qui a répété, c'est une métaphore absolument intéressante, c'est la tête qui doit commander le corps, pour finalement instituer un espace de pouvoir pour ces hommes de lettres, ces hommes, ces intellectuels, ces savants, donc par rapport au contexte politique de l'époque, qui est un contexte révolutionnaire dont le chef de l'État doit issu en quelque sorte de l'armée indigène. Donc ces intellectuels, ils traversent les régimes, et donc ces intellectuels sont la mémoire en quelque sorte de l'État haïtien, non seulement penseurs, mais la mémoire de l'État haïtien. Je prends un dernier exemple. Celui qui est l'équivalent d'un premier ministre, Joseph Balthazar Inginac, il est au pouvoir depuis Toussaint Louverture comme membre très influent. Il côtoie les commissions civiles envoyées à Saint-Domingue pour rétablir la paix. Il est le responsable des propriétés, tout au moins de la vérification des titres de propriété sous Dessalines. Et il est donc le secrétaire d'État, l'équivalent du Premier ministre, jusqu'en 1843. Donc avec la révolution de 1843. Donc c'est quelqu'un qui porte l'État haïtien, la mémoire de l'État haïtien, et à ce titre, on ne peut pas comprendre l'évolution d'Haïti, de la société haïtienne, sans étudier le parcours, les idées de ces hommes et de ces femmes. Dans mon corpus, j'ai étudié 2 femmes qui ont également fait le voyage, appartenant, si vous voulez, à cette élite créole de Saint-Domingue et d'Haïti. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Oui, ce que je dirais à propos de la méthodologie, c'est que les écrivains sous les 3 premiers chefs d'État d'Haïti, Dessalines, Henri Christophe et Pétion, sont en gros les écrivains de l'État. Alors, ils ne vont pas écrire contre l'État, ils ne peuvent pas, il n'y a pas vraiment de moyens pour le faire. Donc, les écrivains sont dans un certain sens les porte-parole de l'État, mais en même temps, c'est un État anticolonialiste, antiraciste, anti-esclavagiste, et dans le cas d'Henri Christophe, anti-indemnité, ce qui est très important parce que de l'autre côté, on a Pétion et Boyer qui sont pour une indemnité. Alors, lorsque je commençais à étudier ces figures, ces écrivains, je devais travailler contre l'idée que, puisqu'ils écrivaient pour l'État, ce n'étaient pas des vrais intellectuels. Ce sont des propagandistes. Et en fait, lorsqu'on cherche dans les livres d'histoire d'ailleurs, pas en Haïti bien sûr, mais ailleurs, on peut trouver bien sûr, surtout le baron de Vathey, il va être appelé propagandiste de Henri Christophe, beaucoup des autres écrivains, Colombel sous Pétion et puis sous Boyer. Alors ça, c'était la première chose. Je devais travailler contre cette idée pour que je puisse approfondir ce qu'il y avait, qui n'était pas juste le roi Henri, il est le meilleur, le président Pétion, parce qu'on trouve beaucoup de ça, je ne dis pas ça, on trouve beaucoup de ça, que Pétion, c'est le vrai fondateur de la République, ce qui est vrai, mais c'est vrai parce que, comme tu l'as déjà dit, Haïti n'était pas conçu comme république sous Dessalines. Mais voilà, ça c'était l'obstacle que je confrontais. Et aussi, comme Délide vient de dire, c'était pas possible de séparer ce qui était politique vraiment de ce qui était l'histoire, de ce qui était la littérature, de ce qui était même pour les étudiants à l'école, des élèves, parce que ces auteurs, ils ont écrit aussi des textes pour des enfants, des textes pour des lycéens. Alors, puisque il y avait un certain pluralisme, il fallait aussi essayer de capturer tout ça et de travailler sur la question de ce qui est intellectuel, pas avec des définitions de dictionnaire, je dirais, parce que je devais aussi regarder les actions de ce que, par exemple, ce que j'ai dit à propos de Christophe. Il a écrit beaucoup de lettres, mais si on veut trouver sa pensée, c'est à ses secrétaires qu'on va tourner. Par exemple, lorsqu'il était très, très contre l'indemnité, il a écrit très souvent à Thomas Clarkson à ce sujet, mais on trouve la plus forte expression dans des textes de Comte de Limonade, Julien Prévost. C'est lui-même qui a dit que toute idée d'indemnité, c'était inadmissible, c'était ça. Tout clairement, c'est juste pas possible. Et puis, il y a aussi le baron de Vathey qui était l'éditeur de la Gazette royale après un certain moment, après Just Chanlat. Alors, on trouve des explications. C'est écrire l'histoire, mais une histoire qui continue de se dérouler. Il écrit à propos, le baron de Vathey, à propos des négociations de Pétion avec les Français, les différents agents de la France qui sont venus pour essayer de convaincre Pétion, dans les mots du royaume de Christophe, de vendre le pays aux Blancs, aux Français. Et alors, la Gazette royale devenait aussi l'organe d'exposer cette situation au public. Et lorsqu'on demande pourquoi est-ce que le peuple a suivi Christophe, je trouve que lorsqu'on regarde vraiment dans la Gazette royale, c'est parce qu'il les a convaincus qu'il pourrait empêcher les Français de revenir. Et en fait, sans lui, on a vu que c'est pas qu'ils sont venus avec le militaire, mais ils sont venus avec
avec la dette, ce qui on doit toujours vivre avec cette situation aujourd'hui. Donc, en troisième, je vais juste faire écho, en fait, des propos d'Élide et de Marlène. En fait, sur la question numéro 2, porte-parole, je voulais juste ajouter, parce que je suis d'accord, en fait, ils étaient contraints à cette production intellectuelle, dans un sens. C'était une situation de guerre, même s'ils étaient dans une situation, entre guillemets, post-coloniale. Et donc, c'était une posture ou une réponse à en fait, ces calomnies, ces tentatives de reprendre la colonie, qu'ils étaient obligés de se défendre dans ce monde atlantique. Et bien sûr qu'ils luttaient l'un contre l'autre, parce qu'ils avaient les deux camps, en fait, c'est un peu trop simpliste de le dire, mais les deux camps intellectuels là avaient deux visions très différentes de la nation postcoloniale. Donc, non seulement ils n'étaient pas polémistes ou quoi que ce soit, mais ils étaient obligés de garder cette posture anticoloniale, guerrière même. En ce qui concerne mon approche, y en a-t-il? Je ne sais pas, non, je plaisante. J'ai une approche, mais ce n'est pas vraiment purement intellectuel dans ce sens-là. Je pense que ce que j'ai fait, c'était une généalogie des histoires intellectuelles haïtiennes, où vraiment j'ai étudié les dynamiques politiques et sociales conflictuelles. Donc j'ai essayé de montrer ces conflits intellectuels haïtiens. Mais en faisant cela, en fait, je pense que j'ai proposé une façon de mieux comprendre les identités politiques et les identités sociales haïtiennes en conflit. Donc, dans un sens, peut-être que le travail rapproche à cette histoire intellectuelle en faisant cette généalogie. Mais voilà, c'est un peu une réponse courte à cette question d'approche. Mais je voulais insister sur les limites à cette approche, parce que l'approche est limitée. Étudier l'histoire intellectuelle, même l'histoire politique, ou on dirait haute politique haïtienne, on est vraiment restreint, en fait, parce qu'on lit ce qui a été écrit. Et là, en fait, on a beaucoup, comme je disais à la fin de ma communication, on a énormément d'écrits. C'est une richesse vraiment remarquable, surtout par rapport au cas antillais, par exemple. Quand même, c'est une représentation spécifique des élites ou d'une position élite. Marlène montre très bien, et Délide aussi, et moi dans mon travail, que oui, ces intellectuels représentent des niveaux et des couches différentes de la société haïtienne, ce qui est vrai, mais c'est une représentation d'un groupe élitiste. Et donc, là, en fait, j'avoue, je ne nie pas, en fait, ces limites. Et je pense qu'en soulignant quelqu'un comme Jean Casimir, avec son histoire, lecture décoloniale de l'histoire des Haïtiens, il y a d'autres approches qui sont très riches, anthropologiques, religieuses, en fait, en étudiant le vaudou et la société, et beaucoup d'autres qui pourraient nous dire ou nous dévoiler beaucoup plus sur le peuple haïtien. Merci. Deuxième type de question auquel je voulais vous faire réagir, c'est parce que là on est arrivé à la fois à 1822 avec Darfour, on a un peu évoqué après, et puis Marlène a évoqué justement l'opposition très forte de Christophe à l'idée même d'indemnité. On sait qu'en revanche Pétion y était éventuellement favorable sous certaines conditions. Chelsea a montré dans un article récent que autour de la politique justement de Pétion, il y a des controverses très fortes dans la République au début des années 1820. Et donc, moi, ma question, c'est est-ce que l'événement de 1825, l'imposition, l'acceptation par Haïti, et surtout l'imposition par la France, par la force de l'indemnité de 1825, quels effets ça produit dans le champ intellectuel haïtien, dans le milieu, donc sous la République, et notamment, par exemple, dans le milieu du Cénacle des années 1830. Alors, dès 1825, puis ensuite, comment est-ce que c'est perçu, comment est-ce que c'est présenté, comment est-ce que les intellectuels et les historiens haïtiens discutent de cette question une fois, non pas avant, mais une fois que c'est arrivé, quelles répercussions ça a sur l'espace intellectuel haïtien?
À propos de cette question de l'indemnité, il y a un débat aujourd'hui sur l'initiateur de la proposition. Il me semble qu'il y a un débat qui a toute sa légitimité historique. Mais en lisant en particulier Alexis Beauboin-Ardouin sur l'histoire d'Haïti, puisqu'il fait partie aussi de du Cénacle de 1836 des frères Arnaud, la question essentielle pour, en particulier, Beauboin-Ardouin et l'ensemble de ces jeunes penseurs intellectuels de 1836, c'est de savoir pourquoi accepter Haïti, le régime de Pétion, ensuite Boyer, pourquoi ces régimes ont accepté d'indemniser ce qu'ils appellent les anciens propriétaires. Beauboin-Ardouin va éviter la dénomination de colons. Il parle d'anciens propriétaires et vous allez comprendre l'enjeu. L'enjeu, c'est, il me semble, en fait, ça c'est mon hypothèse, que je vais avoir toute la précaution d'exposer. Il me semble, à partir de la lecture de l'œuvre de Beauboin-Ardouin, la question fondamentale, c'est de consacrer à jamais, si vous voulez, l'inviolabilité de la propriété. Ce matin, la notion de propriété, la sacralisation de la propriété a été mentionnée. Donc pour Beauboin-Ardouin, le fait d'accepter, d'indemniser les anciens propriétaires, c'est une manière aussi que ces nouvelles élites haïtiennes ont en possession définitivement du titre de propriété. Et Beauboin-Ardouin écrit ses récits sur Haïti vers les années 1843, et à partir de cette période, qui est période de contestation également de la politique de Jean-Pierre Boyer, politique économique, politique foncière également, il y a la montée en puissance qui a été bien exposée par un géographe qui s'appelle Paul Morral dans Le Pays haïtien, la montée en puissance des revendications populaires et surtout des gens, des mornes qui occupent des propriétés soit abandonnées, vacantes, qui en tout cas appartenaient soit à l'État haïtien ou à des membres de l'élite haïtienne. Il s'agit en quelque sorte de donner un titre de propriété définitif. Et le fait d'indemniser les colons propriétaires français, c'est une manière également de privatiser à jamais définitivement ces terres, le titre de propriété en Haïti. Donc, c'est mon hypothèse. Et cette catégorie, ces penseurs, sont dans l'idéologie libéralisme également. Ils vont prendre l'exemple d'indemnisation qui s'est déroulée durant la Révolution française, et l'exemple de la Révolution américaine va également être considéré pour expliquer, légitimer cette politique acceptée par Boyer ou proposée par Pétion, ou qui aurait été proposée par Pétion. Donc à partir de cette période, en particulier sur la région de l'Ouest, donc je ne parle pas pour le Royaume du Nord, l'idée est acceptée parce que ça va conforter en quelque sorte la position de domination interne, et ça donne lieu, si vous voulez, dans cette logique que Paul Guilbault appelle le paradigme de la double conscience, puisque la position des intellectuels haïtiens, c'est une position, une quête de reconnaissance recherchée vers l'extérieur, la France en particulier, et la volonté de domination des masses locales, de la population locale. Donc ça les conforte en quelque sorte dans leur quête de domination des populations locales, mais ça donne aussi la possibilité de discuter avec la France en particulier, et de continuer à envoyer des enfants étudier en France, de bénéficier de l'ensemble des politiques dans un rapport bilatéral entre la France et Haïti à partir de cette période. Je vais juste rebondir sur cette idée, cette hypothèse. Je suis d'accord. En fait, je pense que c'est une très belle hypothèse. En fait, surtout parce que ça renforce l'opposition, ça renforce notre conception de l'opposition de Dessalines et de Christophe, qui était contre cette idée de la propriété dans ce sens
hyper libéral, hyper européen, disons. Et donc, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que, dans un sens, on pourrait même aller plus loin. Les élites, dans le régime de Boyer, la présidence de Boyer, remplacent les anciens propriétaires aussi. Donc, on crée cette classe d'élite qui remplace ce qui a été là avant. Donc je poursuivrai cela si j'étais toi. Pour reprendre la question de la réaction, ça m'intéresse beaucoup parce que, et ça nous lie aussi au propos de Dailid sur Darfour, il y avait en fait une réaction et intellectuelle et militaire, guerrière, contre l'idée de l'indemnité avant 1825. Donc tout ce qu'on voit avec Darfour, avec Romain, avec ce groupe d'opposants, c'est contre l'idée de l'indemnité. Donc il y avait cette opposition, il y avait cette lutte contre Boyer et contre son parti, et en fait ils ont perdu. Et après la fin en fait, de ce moment vraiment belliqueux, on voit en fait un Boyer plus fort, plus capable de vraiment faire taire l'opposition. Et donc on ne voit pas du tout la même réaction contre 1825 qu'on a vu avant. Toutefois, il y avait des réactions dans le Nord, en fait. Il y avait un soulèvement tout de suite après. Et aussi au sein des intellectuels haïtiens dans la République, mais pas contre Boyer. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Après 22, 23, et surtout après 25, il n'y avait pas la possibilité, d'après mes connaissances, de vraiment critiquer Boyer en tant que représentant, en tant que président. On a critiqué les Français. J'ai souligné, j'ai copié parce que je voulais lire en fait une citation du Télégraphe. C'était une lettre envoyée de Santo Domingo, de la partie est de la République, qui critiquait vivement les termes de l'indemnité. Et Juste Chanlatte, qui était rédacteur en chef du Télégraphe, l'a publié dans son journal. Et il y avait toute une affaire, mais je vais lire la citation parce que je trouve ça très intéressant. Donc, de cette lettre publiée dans le Télégraphe à propos de l'indemnité. Ne semblerait-il pas que, par cette clause, le premier article du traité, le roi de la France s'est réservé un droit indéfini et illimité dont l'action continue, altère et atténue, autant la concession octroyée par l'article 3, il est en effet permis de douter que l'indépendance du gouvernement d'Haïti fût réellement pleine et entière. Donc ça, c'est une critique après, en fait, 1825, au sein des négociations. Et on était en pleine négociation, en fait. Ce n'était pas comme si on a signé et tout a été fait. En fait, il y avait des négociations autour des termes. Et donc, les intellectuels et les hommes politiques étaient très présents dans ces discussions. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que cet article, la publication de cette lettre, a provoqué une réaction chez un représentant français. Il y avait toute une affaire et une polémique entre Chanlatte et ce représentant français, Malher. Et selon Thomas Madieu, Malher a continué à poursuivre cette polémique dans la feuille du commerce. Et donc, il y avait une réaction intellectuelle, mais pas contre Boyer. C'est ce qui compte, je crois. En ce qui concerne le Cénacle et les années 30, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a très peu de références justement à l'indemnité. En fait, il y a des... Parce que j'ai fait une recherche sur cela. On parle beaucoup des négociations ou les renégociations, en fait, des termes de l'indemnité qui ont eu lieu le 12 février 1838. Donc, il y a beaucoup de discussions, d'articles publiés sur cela, et aussi publiés sur le cadre de l'indemnité pour les Britanniques après le Slavery Abolition Act en 1833. Mais il n'y a pas de critique des termes de 1825. Ce qui est intéressant, ce qui confirme ce que Dailid disait tout à l'heure, l'indemnité semble avoir rapproché, en fait, les intellectuels haïtiens aux Français ou à la France. Oui, je dirais au début, oui, je trouve, et même Demesvar Delorme, il nous dit qu'au début, même au Nord, parce que lui-même il était du Cap haïtien, ça a donné de l'espoir. Mais ça, c'est parce que c'était bien avant la réalité. Parce qu'une fois que les Haïtiens ont commencé de voir et de
réaliser l'effet de cette indemnité, la situation a beaucoup changé. Mais de toute façon, il y avait les généraux au nord qui étaient toujours contre, qui ne comprenaient pas du tout, qui trouvaient que c'était une grande honte. Et je trouve que c'est parce qu'il y avait deux conceptions de la propriété, comme Delis vient de dire. Et au nord, l'idée que les anciens planteurs, qu'ils avaient droit de leurs anciennes terres, c'était pas entré dans l'idée de l'État que Christophe a créé. Parce qu'il avait créé des systèmes où il donnait des terres aux militaires, à l'aristocratie, aux gens pour leur donner des récompenses pour le travail qu'ils ont fait pour lui. Alors, leurs idées, même dans la Gazette royale, c'est que c'est pas possible que les Français peuvent dire que les anciennes terres pendant la période coloniale sont toujours à eux. Et aussi, ils avaient beaucoup de l'expérience avec ça, parce que pendant les années 1790, lorsque l'abolition a été décrétée et les terres étaient censées être cultivées par des cultivateurs et cultivatrices libres, pas des nègres et des négresses, mais des cultivateurs et des cultivatrices, mais qui devaient rester sur les plantations, sur les habitations. Il y avait un système qui s'appelait affermage, et dans ce système, Dessalines, Christophe, Pétion, Rigaud, beaucoup des plus grands révolutionnaires arrivaient à soit acheter des anciennes terres des colons, ou bien de faire des locations de toutes sortes, ce qu'ils appelaient affermage. Et ils gagnaient beaucoup d'argent. Dessalines avait à un moment plus que je crois qu'il avait 22, et Toussaint Louverture aussi, lui. Henri Christophe, il avait moins, mais beaucoup au nord. Et Moïse, les grands révolutionnaires. Alors, ils avaient déjà la conception que les terres, c'était pas encore aux Français. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après 1802, pendant l'expédition de Leclerc, chaque fois que les anciens généraux français, comme Henri Christophe qui a opposé Leclerc, Toussaint Louverture, ils ont confisqué non pas seulement les terres qui étaient en affermage, en séquestre, par exemple, ils confisquaient les terres que ces généraux ont achetées sous les lois françaises, les lois françaises, en fait. Alors, on trouve des documents pour Dessalines, pour Christophe, pour Toussaint Louverture, pour la confiscation de leurs terres. Alors, c'est très intéressant que, en fait, même après 1804, c'était pas le moment où il y avait un transfert de terres, c'était bien avant ça. Alors, j'ai trouvé dans les papiers pour les anciens colons qui voulaient être indemnisés, j'ai trouvé ils voulaient des terres qu'ils avaient vraiment vendues à quelqu'un d'autre, comme Toussaint en 1800, par exemple, à sa femme Suzanne Louverture. Et après, ils faisaient la demande pour avoir l'indemnité. Alors oui, il y a deux conceptions de propriétaires très différentes, je trouve, et je crois que ça, puisque les sudistes, comme on dit, ont gagné, leur conception a enfin gagné aussi. Est-ce que je peux rajouter juste quelque chose, parce que j'ai trouvé hier, en relisant Thomas Madieu, comme on le fait. Oui, bien sûr, il faut lire Madieu. Si vous n'avez pas lu Madieu, il faut lire Madieu. Mais il parlait, et je ne sais pas, vous êtes certainement au courant, mais ça renvoie directement à cette discussion de propriété. Après la chute de Christophe, Boyer a rapatrié ou a annulé certaines ventes qui ont eu lieu sous Christophe. Parce que cette forme ou cette conception de propriété sous Christophe était anti-républicaine ou n'était pas légitime selon Boyer. Donc je trouve ça très intéressant aussi.